Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce nouveau segment Chute en enfer sur My Hero Academia parce que au niveau du manga, c'est à présent terminé. J'avais parlé de My Hero Academia de façon successive au fur et à mesure que ça se développait, un petit peu une mise à jour de qu'est-ce qui se passe de mauvais globalement, c'est souvent ça. Et là, c'est l'occasion de faire une vidéo un peu plus qui fait un retour global sur pourquoi est-ce que My Hero Academia, qui était une œuvre prometteuse, a connu une chute en enfer, qui on le verra est, je trouve, particulière. C'est différent de ce qu'on a pu voir dans Bleach, Naruto, etc. Mais quand même, à mon avis, il y a clairement une chute marquée de qualité. Donc, c'est assez important de préciser quand est-ce que ça a commencé. Si vous regardez les dernières vidéos, vous le savez. À mon avis, c'est vraiment après l'arc Overhaul que là, on le sent qu'il y a une chute. On sent qu'il y a quelque chose vraiment qui change. On dirait qu'on quitte presque l'œuvre qu'on connaissait pour une autre œuvre qui essaie d'autres choses. Il y aura une forme d'audace là-dedans, on le verra bien, mais qui, à mon avis, ça ne fonctionne dans l'ensemble pas. Et qu'on met l'accent justement sur ces idées-là qui auraient peut-être dû être évitées. Donc, allons-y justement. Donc, le premier point qui expliquerait cette chute en enfer, à mon avis, c'est la qualité des antagonistes. C'est souvent dit qu'une œuvre ne saurait être meilleure que le meilleur de ses vilains. Et honnêtement, dans My Hero Academia, je pense qu'on a les vilains les plus faibles ou parmi les plus faibles des grandes Neketsu. Je veux dire, si je devais nommer les méchants qui, à mon avis, sont fonctionnels, on a All for One et Overhaul. Overhaul, au-delà de All for One, je l'expliquerai. Overhaul, sans être incroyable, est quand même un méchant qui a un idéal. C'est pas juste les méchants pour être méchants. Un pouvoir pété, mais qui peut pas quand même juste compter sur lui. Il n'hésite pas à utiliser de la stratégie pour s'en sortir. Donc, il y a ça. Il y a aussi son chara design qui est quand même correct. Rien de fou non plus. Mais quand même, à mon avis, c'est le plus fonctionnel des vilains dans My Hero Academia. Ensuite, il y a All for One qui est correct. Presque à la limite d'être vilain pour être vilain. Il y a toute son histoire avec son frère qui est décédé depuis longue date. Donc, je sais pas, c'était pas tant poignant ou intriguant vraiment. Donc, il fonctionne, mais la problématique avec lui, c'est que All for One peut gagner, mais ne le fait pas. Il peut cumuler autant de pouvoir qu'il le veut, si je ne me trompe pas. Et avec ce qu'on sait de lui, il aurait pu vaincre All Might, mais il le fait pas. Pourtant, on sait que oui, c'est ce qu'il veut. Donc, voilà. Et aussi, autour, évidemment, je vais spoiler à fond la caisse, donc vous êtes prévenus par rapport au manga. All for One, c'est un peu aussi le type de méchant, un peu la Aizen, dans le sens j'ai un plan, j'ai tout prévu, mais qui ne s'approche jamais de son niveau. C'est même un peu presque une tentative de, mais qui ne fonctionne pas, et c'est navrant à mon avis. Mais quand même, méchant fonctionnel, mais au chara design, je trouve pas de fou, par exemple. Fait que bref, c'est les deux bons vilains qui fonctionnent. Et justement, là on embarque vers les vilains qui ne fonctionnent pas, à mon avis. On va commencer par le plus gros morceau, bien évidemment, ce qui est censé être d'une certaine façon le méchant principal, Shigaraki. Comment dire, Shigaraki, à ses débuts, on pensait pas que ça allait devenir le méchant principal. Et c'est là qu'il faut le saluer. Il y a cette volonté-là dans cette œuvre-là de faire, si on veut, un effet miroir. On a Midoriya, le protagoniste, qui vit une évolution. Et de la même façon, Shigaraki qui vit aussi une évolution. C'est frais. Dans Bleach, c'était pas ça du tout. Aizen est au top du jeu alors que Ichigo doit progresser. Pour ne nommer que cet exemple. Donc, c'est bien. Le problème, à mon avis, c'est que Midoriya vivra quand même une progression typique d'un héros de Neketsu, donc il faut des efforts, etc. De la part de Shigaraki, pas vraiment. Son pouvoir est assez pété, certes, et oui, il va se développer, mais éventuellement, c'est quand même pas suffisant, et il va juste falloir que All for One l'aide à outrance, en plus. Et aussi, il lui ingérer plein de pouvoirs à l'intérieur de ce dernier, ce qui aurait pu être fait vers, on dirait, n'importe qui d'autre. Peut-être qu'il y a une ligne qui le dit que c'est pas le cas, puis qu'il y a juste lui, étrangement, qui peut recevoir le pouvoir, mais j'en ai rien à cirer. Faisant en sorte que, il n'est pas tant mis en valeur. Mais là, on me dira que, et c'est vrai, c'est que l'enjeu avec ces autres vilains-là, c'est que dans My Hero Academia, on tente davantage à présenter les vilains comme des victimes en premier lieu, et que leur statut de leur victime les a amenés à choisir la voie du crime. Une volonté de les humaniser. Je comprends l'intention, mais au final, moi, eux en tant que vilains, c'est pas hyper enthousiasmant, je trouve. Donc il y avait justement Shigaraki qui, oui, passé tragique, etc., mais qui quand même
justifie pas tout, je trouve, surtout que l'histoire, elle est pas si bien ficelée que ça. Je veux dire, il était comme à la rue, et l'excuse qu'on nous dira qu'il développe une hargne des héros, c'est que, bon, il se dit, ah, ben personne m'a aidé, parce que tout le temps, il y a toujours quelqu'un qui disait, ah, un héros va bien l'aider. On le sait comment cette société-là fonctionne. Hein? Les super-héros sont juste un ajout à la société. Il y a quand même des policiers, donc je veux dire, il y a quand même des organismes probablement de l'enfance. Donc, en ce sens-là, ça marche pas si bien que ça, je trouve. On se range moins de son côté à Shigaraki. Donc, on le comprend pas super bien. Il était un peu chiant, honnêtement. Là, pas très malin. Il n'y a pas vraiment une... On voulait qu'il y ait une évolution. Elle est juste au niveau de la puissance, au niveau du comportement, de la mentalité. Je trouve qu'il n'y a rien de fou qui a évolué chez Shigaraki. Il est juste dans le nihilisme, tout simplement. Rien de vraiment fou. Je sais pas. Il me faisait vraiment pas vibrer comme méchant. J'avais juste hâte qu'on passe peut-être à autre chose, mais malheureusement, c'était lui le plot principal. Et on peut par exemple le mentionner, je suis quand même surpris pour la Ligue des Vilains. La plupart décèdent. C'est plus couillu que je l'aurais cru. Et je le salue quand même. J'aurais pensé que chez Shigaraki, on aurait eu une rédemption de sa part et peut-être, mais non, c'est pas arrivé. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il a un peu gardé son statut de victime jusqu'à la fin. Et pour finir avec Shigaraki, l'enjeu aussi, c'est que ce qui aurait pu avoir une belle évolution, je trouve. On s'en doutait quand même assez bien que All for One était le responsable de tout avoir foutu en l'air sa vie. C'était assez clair. Mais l'œuvre le révélait pas. Il y a un peu la manière de la révélation de Tobi Obito dans Naruto. On se dit, ben, c'est évident, fait que révéler Nulu, ça sert à rien de pas le faire. Hein, on n'est pas con. Mais là, c'est pire encore. Ils ont vraiment pris tout le temps. C'est vraiment qu'à la fin que finalement All for One révèle ce qu'on s'en doutait bien. Et c'est dommage parce que l'avoir révélé plus tôt, ça aurait peut-être permis à Shigaraki d'évoluer. Mais non, on le révèle à la fin et donc il n'y a pas vraiment le temps de jouer avec ça. Et on avance. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'encore une fois, cette révélation-là était assez claire. Et au final, on nous la révèle pour en plus ne rien en faire. Donc c'est assez étrange. Donc Shigaraki ne m'enthousiasmait pas en tant que vilain. Encore une fois, hein, il ne méritait pas sa puissance. Pas très intéressant au niveau de sa personnalité. Et voilà. Hein. Ensuite, on peut parler par exemple de Toga, qui elle aussi, en victime, hein, dans le sens que son pouvoir, elle est un peu particulière, limite psychopathe, puis que la société n'est pas prête à l'accepter. Mais en même temps, de mémoire, hein, elle tentait de sucer le sang de ses amis. Donc, ça se comprend. Donc, à cause de ça, j'ai pas beaucoup d'empathie pour le personnage. Et aussi, au niveau de ses combats, elle a à peu près rien eu. Je ne me souviens de strictement rien de son combat contre Oshako. C'est pas bon signe. Et aucun de ses autres combats. Elle n'est pas particulièrement forte. Hein, c'est juste capacité de prendre le pouvoir des autres. Voilà. C'était pas un personnage vraiment qui m'a vraiment marqué. Pas du tout, je trouve. Dabi. Et je trouve le meilleur du lot. Mais l'enjeu est... Dans un segment Je suis en enfer, souvent on va juger qu'à la fin de l'œuvre, clairement, au niveau du scénario, l'auteur s'en fout un peu. C'est pas tant le cas ici. Le scénario demeure quand même relativement correct, sans trop de failles. Mais là, il y en a une, et je vais l'expliquer. Donc, Dabi et toute sa tragédie avec Andover, etc., est intéressante. La problématique, si on veut, c'est que, bon, faut que Andover fonctionne aussi en parallèle, et je trouve que non. Le début, quand on a ce père un peu qui se veut contrôlant, utiliser son fils pour réussir à surpasser All Might, qui est obsédé par ça, on voit d'emblée de jeu que c'est un héros, certes, mais que fondamentalement, il y a beaucoup de failles en ce dernier. Donc, quand finalement il devient numéro 1 par défaut, il y a vraiment, je trouve, un 180 qui se déroule, que finalement il se rend compte de que, oups, j'ai foutu la merde, je vais devenir une meilleure personne, etc. Je trouve qu'il manquait quelque chose pour que ce cheminement-là fonctionne bien. Et l'enjeu, c'est que, bon, c'est censé jouer avec Dabi, le fait que Andover, finalement, veut devenir meilleur. Il le fait avant même que Dabi se révèle à lui. Ça aurait peut-être été mieux que Dabi soit l'élément déclencheur de son changement. Il y a ça que je trouvais que cette évolution-là manquait quelque chose et que ça vient affecter un peu Dabi de la même façon. Mais Dabi, c'est à mon avis le meilleur de la Ligue des vilains. C'est plus marquant, on le comprend mieux, etc. Et aussi, il est quand même classe au niveau de son chara-design et de ses capacités. C'est simple. Simple et efficace, bref. Spiner! C'est un peu le Yamcha du groupe, mais sans qu'on croie qu'il ait un potentiel. Parce que Yamcha, on se dit, c'est dommage, on sent qu'il pourrait faire quelque chose de plus. Spiner, non, vraiment pas.
C'était lourdingue de la A à la fin, du début à la fin. Il a fallu que All for One le booste à la manière d'un Nomu pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Il rejoint Shigaraki, mais c'est lui le plus fidèle, semble, à l'idéologie de Stain. Il fera lui-même la remarque comme Hey, je t'ai rejoint parce que je voulais être comme Stain, mais on fait pas du tout ça. Mais il continue quand même. À la fin, on lui sera retiré l'excuse que Shigaraki met les jeux vidéo comme moi, donc moi, victime de solitude à cause de mon alter qui me déforme. Je me sentais moins seul. Donc, encore une fois, statut de victime, mais au final, en tant que vilain, c'était vraiment du Osef, je trouve. Je sais qu'il se bat contre celui qui a plusieurs bras, là, mais j'en ai pas retenu grand-chose. Et au niveau de sa personnalité, rien de fou non plus, donc vraiment, bof. Et de mémoire, il reste juste Compress, l'espèce de magicien. Je sais qu'il perd son bras à maner pour tenter de les sauver, et voilà, j'ai déjà tout oublié. Je sais pas s'il a le droit à un seul combat. On s'intéresse beaucoup moins à lui, je sais même pas s'il est encore en vie. Bref, ça veut dire que c'est pas un vilain qui est très marquant. Et dans l'ensemble, c'est ça. Overworld était plus marquant que ces derniers, et pourtant c'est pas le méchant principal. On s'intéresse beaucoup à eux. Je leur ai dit, je comprends cette volonté-là d'avoir davantage des héros qui sont des victimes, mais des héros, excusez-moi, des vilains qui sont des victimes. Mais globalement, ça fait que dans l'œuvre, on n'a pas vraiment de vilain intéressant. Et c'est fort dommage. Ensuite, on enchaînerait vers un problème dans My Hero Academia. Tous les shonen neketsu ont généralement ce problème-là, c'est la fameuse course à la puissance. Et généralement, là, si on devait définir ce problème-là, c'est simple, c'est que seulement une clique de personnages vont avoir des gains de puissance encore et encore, et ça délaisse les autres, en plus de peut-être rajouter un côté ridicule qui devienne aussi puissant de façon successive. Mais dans My Hero Academia, c'est un peu exacerbé, pas tant le côté ridicule, mais davantage le côté qu'on délaisse les personnages. Hein. Il y a seulement Deku et Shigaraki qui auront ces courses à la puissance-là. Tous les autres vont être délaissés. Tous les autres. On me dira que Bakugo peut peut-être avoir une progression lui aussi en développant mieux son alter et rester dans la course. Même lui avoue que n'eût été de l'aide des autres, il n'aurait probablement pas pu vaincre All for One. Et face à, mettons, un Shigaraki qui n'est pas limité parce qu'il s'est injecté le truc de Eri qui rajeunit à force qu'il me... Oh, ben, le temps fait en sorte qu'il rajeunit, point, mais qu'ici, il mange des dégâts, il rajeunit encore plus vite. Je pense pas qu'il aurait pu vaincre Shigaraki. C'est comme eu son match retour, mais face à quelqu'un de plus faible. Fait. Bref, tout le monde était laissé sur la touche. À la fin, c'était littéralement ça, hein, de voir Sun Eater, si je dis bien son nom, rien pouvoir faire. Mirio, j'en ai parlé dans ma vidéo des personnages, le top 5 des personnages gâchés, qui lui fait un retour, mais pour rien pouvoir faire, il n'est pas à la hauteur. Il frappe, mais ça fait que dalle. En plus, Shigaraki se régénère. Donc, il y a même Deku qui, au début, n'a qu'un seul pouvoir, mais on dirait que l'auteur s'est dit, ouais, ben, si je veux qu'il puisse être à la hauteur, il va falloir que je lui confère plusieurs pouvoirs. Mais on se rappelle que All Might n'avait pas le droit à plusieurs pouvoirs, on n'a jamais débloqué ça, étrangement. En fait, que Midoriya soit le seul, c'est ça étrange. Et là, on me dira qu'il y a peut-être une ligne de manga qui le dit. Encore une fois, écriture intuitive, hein. Ça me paraît trop contre-intuitif qu'il soit le seul, c'est assez drôle. Mais bref, All Might a suggéré un All for One qui cumulait plein de pouvoirs, et il y avait juste la force. Donc pourquoi est-ce que Deku avait besoin d'avoir plusieurs pouvoirs pour y arriver? Mais bref, c'est juste ces deux-là, les autres sont laissés sur la touche. Ils vont justement devoir se contenter d'affronter les autres héros qui n'ont pas eu de gain de puissance. Parce que c'est un peu ça le problème dans l'univers de My Hero Academia. C'est que par exemple dans Bleach, oui, il y a les Shikai, Bankai, le Zanpakudo, bref, qui confèrent des habilités, mais aussi des capacités de base que tout le monde peut posséder, hein, le Kido par exemple. Et donc, il y a matière à, dans My Hero Academia, tu as juste ton pouvoir. Tu le développes, puis c'est tout. Hein. Fait que forcément, quand quelqu'un combine plusieurs pouvoirs, ben il a un avantage indéniable et combler ce fossé-là est littéralement presque impossible, puisque tu n'as que ton seul pouvoir. Donc, une course à la puissance aussi présente dans My Hero Academia. Ensuite, il y a bien évidemment, généralement les shonen neketsu, il y a trop de personnages, et c'est le cas dans My Hero Academia. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, juste traiter tous les personnages de la classe A, c'était pas facile. Donc vraiment, l'idée d'avoir introduit la classe B, éventuellement dans le récit, c'était assez étrange. Encore une fois, oui, ça amène de la cohérence, parce que dans le lycée, il n'y a pas juste la classe A, on comprend. Mais ça faisait qu'il y avait encore beaucoup plus de personnages à gérer. Et certains qui étaient quand même assez pétés et que je comprends pas qu'ils ne revenaient pas. On peut penser par exemple à la fille qui pouvait faire éclore des champignons en toit. Je sais qu'elle revient très brièvement, mais quand même, elle était vachement pétée. Et de la même façon, il y avait aussi d'une autre école, celui qui pouvait manier le vent, qui est un personnage on attendait son retour, mais un peu à la manière de Mirio, mais encore pire. Je pense que c'est 4 pages de genre juste « Hey, salut, je suis là, je reviens ». De l'amour ailleurs aurait peut-être dû être donné.
De la même façon, il y a le personnage de Black Mist, si je ne me trompe pas, qui, on le développe. Hein, finalement, c'est une ancienne connaissance de Azawa et de Mike Head, si je dis bien son nom. Au fond, bref, vous savez, je pense, de qui je parle. Encore une fois, c'est intéressant, vu que ça vient développer davantage ces deux anciens confrères. Mais peut-être qu'on aurait dû donner cet amour-là à d'autres personnages qui en ont moins eu. Bref, beaucoup de personnages et qui n'ont pas eu leur moment de gloire, à mon avis. Il y a vraiment beaucoup plus d'amour, bien évidemment, pour Deku, Shoto et Midoriya. Même Lida, pas tant que ça de mémoire. Et Oshako, rien de folasson non plus. Un peu plus que les autres, mais quand même. Donc, beaucoup trop de personnages, encore une fois, comme dans toutes les œuvres. C'est sûr que c'est pas tant sur la fin qu'on en introduisait davantage. Bon, on se rappellera, mais bon, elle arrive pour mourir. Mais il y a White Stripes, en tout cas, la fille là, qui a le pouvoir de New Order, qui arrive juste pour mourir. Ça aussi, c'était quand même assez paradoxal. Par contre, mentionnons quand même que son combat aura été mémorable, somme toute. Mais quand même, hein, faire introduire le personnage pour le faire tuer 5 chapitres plus tard, quel est l'intérêt? Je sais pas. Et finalement, dernier point, à mon avis, et qui comblera aussi l'anime, c'est peut-être une lacune au niveau technique. Au niveau du manga, il y a de nombreuses fois que je ne comprenais strictement rien de ce qui se passait dans les scènes d'action. C'était assez difficile, j'en ai déjà parlé dans le passé, mais par exemple quand Bakugo affronte Shigaraki, je lui dis comme « Ah ouais, il a été frappé par quoi, comment? » Puis encore une fois, je peux essayer de porter le blanc, peut-être que c'est moi qui est nul et qui ne comprend pas le découpage, mais en même temps, dans Dragon Ball, je comprends généralement toujours. Pareil pour Naruto, un Fairy Tail. Donc, je pense que c'est peut-être plus l'auteur qui a un peu la difficulté à rendre fluide ce qui devrait se passer. Et en parallèle de ça, au niveau de l'anime, on connaît aussi une chute en enfer. My Hero Academia a un peu l'image de Demon Slayer. C'était connu pour ses moments grandioses d'animation. Hein. All Might contre Nomu, Shoto contre Deku, All Might contre All for One, et aussi Deku contre Midoriya qui était bien animé. Mais ensuite, on dirait qu'ils se sont dit, bon, on a hook les gens, on n'a plus besoin de faire des efforts. Et la qualité d'animation a vraiment descendu, faisant en sorte que je crois qu'il y a peut-être un intérêt moindre pour l'animé parce que c'est moins bien foutu qu'avant, en parallèle avec le manga. Donc, c'est probablement un des segments les moins explicateurs. On pourrait pardonner quand même ces défauts-là si le reste suivait, mais malheureusement, c'est pas tant le cas. Et vraiment, pour finir, je peux peut-être parler un peu des derniers chapitres qui sont quand même intéressants. Je pensais au début qu'on n'aurait pas ce saut dans le futur-là, avec les parents, ils sont tous maintenant ensemble et ils ont leurs enfants. Finalement, il y a un saut dans le futur, mais justement, on ne le fait pas quand même. Hein. Ils sont juste plus à l'âge de 18 ans, presque adultes, 17 peut-être, je sais pas trop, quel âge disons. Il y a ça. C'était pas un chapitre quand même vraiment folasson. On fait juste un effet miroir avec un gars qui a un propre pouvoir littéralement et qui se dit « Hey, peut-être, est-ce que je peux devenir un héros moi aussi? » Ben oui, clairement. J'aurais pensé que l'histoire de Deku aurait été dite. Donc clairement, il pouvait l'être. Donc rien de folasson dans ce dernier chapitre-là, mais quand même avant qu'on prenne son temps de poser les choses, de s'intéresser au sort des... On prenait plus son temps. Généralement, dans les gros shonen ketsu, littéralement, intrigue finie, puis après coup, on avait nos 2 chapitres de ça se passe dans le futur et c'est terminé. Là, je pense que c'était environ 7 chapitres de conclusion. Ça respirait plus, c'est appréciable, mais est-ce que c'est suffisant pour sauver l'œuvre? À mon avis, non. Donc, je crois que ça conclurait vraiment ce coup-ci, ce Chute en enfer de My Hero Academia, hein, une œuvre prometteuse, mais qui finalement, on se disait, bon, peut-être que Shigaraki va devenir intéressant, jamais vraiment. C'était un pari audacieux de faire différent, mais au final, ça s'est quand même cassé la gueule différemment. Donc, ceci conclurait mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui font en sorte que pour vous, My Hero Academia n'a pas été à la hauteur, ou au contraire, c'est un chef-d'œuvre et que vous pouvez essayer de me convaincre dans les commentaires quant à où je m'égare. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine vidéo, le 15 août, Genkai Ashura, partie 2, ça va être l'occasion de regarder ça et de se dire, bon, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça a été bien foutu? J'espère. Personnellement, j'ai des craintes. On dirait vraiment que Netflix a moins d'amour pour Genkai Ashura depuis clairement l'association avec Baki et un trailer qui a spoilé à fond la caisse. Donc, on verra ça très bientôt. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Allez,